Bonsoir. J'attends un petit peu que vous arriviez, que vous sachiez que je suis là, qu'Elisa va arriver aussi. Il est 20h, c'est presque prêt. Nous invitons d'autres followers à se joindre à votre vidéo. Ce soir, je suis avec Elisa. Bonsoir. Je suis avec Elisa Boileau, qui est sage-femme et ostéopathe, et nous allons aborder la thématique du périnée. Alors, je ne sais pas si Elisa est encore arrivée ou pas. Bonsoir. Faut être patient, hein. Bonsoir, bonsoir. Ça me fait plaisir de vous voir là. Bonsoir Fabienne. C'est cool. Bon, Elisa, elle est sûrement en train de courir après ses consultes. Voilà, ce soir, on va aborder donc la thématique du périnée. Je trouve que c'est intéressant. On va pouvoir apprendre plein de choses. Comme d'habitude, aux côtés d'Elisa, de toute façon. Bon, moi, j'ai pris mes fleurs, mais je pense pas qu'on soit... Elle peut pas participer, Elisa. Bah, elle peut pas parce qu'elle est peut-être pas encore branchée, mais elle va arriver. C'est évident. Je pense qu'elle est, elle est sur le chemin, là. Sur le chemin, en train de se préparer. Donc, j'ai apporté mes fleurs, mais bon, je sais pas si on va parler d'émotionnel avec le périnée, mais quoique, si, ça peut provoquer pas mal d'émotions, hein, parce que forcément, c'est un muscle qui régit pas mal de choses dans le corps. À bientôt. Il n'y a pas de souci, bah sinon en replay, hein, il n'y a pas de problème. Bye bye. Merci pour le petit coucou. Bonsoir, bonsoir. Bon, j'attends qu'Elisa arrive. Peut-être que je vais la réinviter. On va voir. Bon, si vous voulez me parler, moi je réponds hein, en attendant. Je vais pas faire un live toute seule sur cette thématique-là. Ah, coucou Elisa, tu es là. Ah, te voilà. Voilà, c'est moi. Oui, c'est toi. Je suis trop contente de te revoir. Ben ouais, Bah ouais. ça fait tout bizarre de se voir à distance du coup. Mais Exactement. alors, Tu es où là? T'es au cabinet? non, je suis à la maison. Tout va bien. Oh, t'es à la maison? Ça a du mal à Ouais. capter chez toi. Ah mince, tu sens pas? Tu t'entends pas? Oui, mais ça mouline, Ah, tu vois, t'es en décalage. ah mince. Ouais. Là, j'entends bien ta voix. Alors, Normalement, ça devrait aller. est-ce que c'est mieux? Bonjour à tout le monde. Bah là, ta Ça voix, elle est marche? très fluide. Par contre, ton visage, oui, bah peut-être que ça va se synchroniser à un moment donné, hein. Mm. Tu veux que j'essaye de changer? Là, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ça va. D'accord. Restons comme ça. Salut On Léa. va voir. Eh ben, bienvenue à tous. On attend vos questions pour parler du périnée, hein, pour répondre à vos questions spéciales concernant j'allais dire cet inconnu, mais c'est pas Oui, vraiment un inconnu, mais quand même. bah, On ça m'a dit dépend que, pour qui on parle, hein, parce que c'est un ouais, muscle qu'on attribue des fois essentiellement aux femmes.
euh, les hommes, ils ont aussi ce muscle-là, hein, quand même. Ouais, c'est ça. Mm. Oui, c'est pas que réservé aux filles d'avoir un périnée. Les femmes et les hommes en ont. Exactement, c'est le même. C'est le même. Pas tout à fait. Non, c'est pas tout à fait le même en fait. On Oui, va en tout peut-être cas, il a le même nom. développer. Il est au même endroit, mais c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, il est très peu connu et il est très mystérieux. En fait, on sait que le périnée, on n'en parle pas beaucoup. En tout cas, on ne conscientise pas et on n'a pas d'éducation vraiment encore chez les enfants, par exemple. On ne parle pas du périnée, on leur explique pas à quoi ça sert. Et c'est vrai que ça manque, tu vois, même les sportifs, en fait, ils sont pas du tout éclairés sur ce sujet-là. Les danseurs, un petit peu, non? De Pas plus plus en que plus, ça. mais pas complètement, pas tout le Ok. monde en fait. Ouais, vraiment, on essaye, hein, mais c'est vrai que l'information elle passe pas complètement. Ouais. Et on se rend compte que souvent les dégâts se voient, s'évaluent, on va dire, vers après les accouchements. Hein, en vrai, ce qui se passe, c'est ça, en fait. C'est qu'après les accouchements, bah, en fait, là, on se rend compte que oui, le, le, le problème, il est repoussé et que finalement, ben, ça va être vraiment où ça a été un peu abîmé, on va dire, entre guillemets, et un périnée qui a été protégé. Enfin, ou bien éduqué, je sais pas comment dire. Ouais, Donc déjà, conscientiser aussi. on peut rappeler où c'est déjà le périnée. Qu'est-ce que tu as, toi, comme notion de périnée Ben moi, qu'est-ce que ça j'ai, évoque pour toi, le périnée? ben moi, j'ai la seule notion que j'ai, c'est mon premier accouchement Ouais. avec des consultations remboursées par la sécurité sociale sur la rééducation périnéale avec un kiné. Chez la sage-femme ou chez le kiné ou Non, chez chez quoi? un kiné. Mm. Chez un kiné. D'accord. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de sages-femmes qui sont spécialisées dans la rééducation du périnée et que c'est aussi elles qui vont peut-être le mieux comprendre ce qui s'est passé en salle d'accouchement et à quel moment le périnée il a été peut-être abîmé ou en tout cas malmené. Hein, en fonction des positions d'accouchement, s'il y a eu une intervention, donc avec une épisiotomie ou pas d'épisiotomie, s'il y a eu un forceps ou une ventouse. Voilà, mais c'est vrai que souvent, avant les accouchements, incognito le périnée. Hein. Ouais. Après, moi, la notion que j'en ai eue après, c'est un travail personnel en pilates. Ouais, ouais. Et même comment dire, des félicitations de ma gynéco qui me disait, mais qu'est-ce que Périnée vous avez fait? formidable, d'accord. Et donc, pour le décrire, tu dirais quoi, toi? Pour le décrire, le périnée, tu dirais il est où? Comment tu l'expliquerais? Moi, je dirais qu'il est, oh là là, c'est difficile enfin, je le localise parce que je le ressens, Ouais, parce que enfin, je le conscientise, on va dire. Je dis pas que, enfin, je le travaille quand même, mais je dirais qu'il est entre l'anus et hmm, ouais. bah, il est au niveau du sexe quand même, donc, mais je En sais pas fait, par quoi il est relié en il fait. va entourer toute la partie sexuelle, Ouais, d'accord? Mais il est accroché au pubis devant ouais, et au coccyx derrière. ouais, c'est pour ça que je parlais Oui, oui, on n'est pas loin, on hein, n'est mais pas si tu loin. veux, Ouais. vraiment. Et sur les côtés, il est suspendu aux os pointus des fesses, là, les ischions. Ouais, c'est ça. Quand on est assis, on le ressent. Voilà, Ok. d'accord. Donc finalement, si tu prends, je sais que Bernadette de Gasquet, par exemple, qui s'est beaucoup intéressée au périnée, elle disait que tu prends un gant de toilette que tu plies en deux Ouais, et tu le mets en mode losange. Tu le ouais, tournes un pointu devant, un pointu derrière, ok, et tu t'assois dessus et tu as à peu près la taille de ton périnée. ok. D'accord. Pour donner un. Et souvent, il est représenté en coupe, comme une petite coupe. On parle de plancher pelvien, Ouais. d'accord. Fait penser à Au un niveau petit hamac, anatomique. hein.
Comment? Comme un petit hamac. Comme un petit hamac. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, on s'est un peu trompé là-dessus. C'est pas vraiment un hamac, c'est plutôt comme un trampoline. Tu vois, c'est plutôt deux hémicoupoles qui vont travailler comme finalement, quand on regarde au niveau physiologie et fonction dans le corps, c'est plutôt un équilibrateur de fonction, de tension et un régulateur des pressions dans le petit bassin. Ouais. Donc en fait, c'est beaucoup plus logique au niveau biodynamique que ce soit deux petites hémicoupoles qui vont s'ouvrir pour laisser passer le bébé, mais c'est pas vraiment un muscle qui va faire venir une coupe, enfin en forme de coupe, on va dire. Ouais, Souvent, c'est représenté comme ça parce que sur les études des premiers anatomistes, ils étudiaient pas sur la fonction vivante. Ils étudiaient sur les morts. Donc en fait, on voyait pas le tonus du périnée et ils l'ont représenté comme une coupe. Mais au final, quand on regarde sur les IRM, on voit que, en fait, comme toutes les voûtes de l'organisme, ce qui est plus logique finalement, parce que comme toutes les voûtes de l'organisme, il est en mode plutôt coupole qu'en mode inversé, quoi. Parce que c'est le seul diaphragme qui aurait fonctionné à l'envers, tu vois. Si on regarde toutes les voûtes de l'organisme, on a les voûtes plantaires, le périnée, le diaphragme thoracique, les dômes pleuraux, les cordes vocales, le voile du palais, le tente du cervelet, la ponévrose épicrânienne. Tout ça est dans le sens avec le dôme vers le haut, concave vers le bas. Et en fait, il y aurait eu que le périnée qui aurait été inversé. Mais non, en fait, finalement, il est comme les autres. Comme les autres. Okay. Il est vraiment comme un dôme avec deux coupoles qui va venir vraiment avoir un rôle de petit trampoline, en fait, au niveau du périnée. Et enfin, du bas on parle de plancher pelvien, mais c'est un plancher dynamique, vraiment. Et ça va complètement permettre un confort quand il est efficace. Après, quand il dégringole et qu'il est plus efficace, là, ça devient un vrai problème. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le périnée qui nous regardent et qui veulent savoir d'autres choses voilà, si on a bien, si vous avez compris comment il était situé. Alors, comment on peut le repérer? Si on a envie de savoir un peu comment le repérer, on peut tous derrière vos écrans, vous pouvez essayer de le faire. Vous pouvez simplement essayer de faire comme si vous serriez au niveau des urines, comme si on arrêtait de faire pipi mais à vide. C'est-à-dire que si vous serrez vos sphincters urinaires, avant il y avait un exercice qui s'appelait le stop pipi, qui n'existe plus parce que ça favorise les infections urinaires, donc on essaie de plus le proposer du tout aux personnes. Et par contre, on peut le faire à vide. Donc là, comme si vous essayez de fermer au niveau du méandre urinaire, de retenir des urines, comme quand on a envie de faire pipi et que voilà. On peut fermer aussi au niveau du vagin et fermer aussi au niveau du sphincter anal. D'accord? Comme quand on retient un gaz, par exemple, eh ben, on peut. Alors, au départ, vous allez peut-être pas pouvoir différencier ces trois sphincters, mais petit à petit, avec de l'exercice, vous allez pouvoir les serrer indépendamment les uns des autres. Donc, serrer devant, serrer au milieu, serrer derrière. D'accord? Est-ce que, par exemple, toi, tu arrives à les individualiser ou pas trop? C'est un peu si, quand même, mais c'est celui du milieu qui est moins évident parce que je trouve que c'est plus naturel, entre guillemets, d'utiliser. Ouais. Alors, ça dépend parce que, tu vois, par exemple, pendant la sexualité, bah oui. Pendant la sexualité, normalement, celui du milieu, tu dois l'activer. L'attirer naturellement, ouais. Puisse profiter de ta rééducation le plus possible. En fait, tu vas vraiment utiliser ton périnée aussi quand tu fais l'amour pour pouvoir vraiment avoir plus de perception, avoir plus de plaisir et en donner aussi plus à ton partenaire, par exemple.
Alors, on a une question. Quelle est l'incidence d'une cicatrice sur le périnée dans le reste du corps? Merci. J'ai pas ton prénom, mais merci à toi, Happy Ourbel. Alors, l'incidence d'une cicatrice sur le périnée. Alors, on sait que ce qui va en ostéopathie, on appelle ça le tendon central. C'est une structure fonctionnelle, c'est-à-dire, pour faire clair, c'est comme une manche à air qui serait un tuyau de fibres, de fascia, qui serait composé par le noyau fibreux central du périnée et qui va s'accrocher en haut sur la base du crâne. Et donc, ça traverse la gaine viscérale du cou, le cœur, le diaphragme au niveau du centre phrénique et tout le péritoine abdominal et pelvien. Et donc, cette structure avec plusieurs étages, elle va fonctionner comme une chaîne avec plusieurs maillons qui va être beaucoup plus à visée émotionnelle. Donc, en fait, quand on va pouvoir vraiment travailler sur ce tendon central-là, on va pouvoir avoir un travail sur tout ce qui a été traumatique, mais sur le plan plutôt émotionnel. Sachant que là, en l'occurrence, quand il y a une cicatrice directement sur le périnée, ça peut être les deux à la fois. Donc, ça peut être traumatique parce qu'il y a eu une vraie cicatrice vers le noyau fibreux central du périnée. Et puis, ça peut être aussi traumatique émotionnel parce que forcément, l'épisio, elle peut être mal vécue. Ça dépend comment c'est fait. Normalement, on ne doit pas faire d'épisiotomie sans avoir le consentement de la femme. Ça, c'est aujourd'hui, ça devrait être la règle. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez eu des épisiotomies, si vous pouvez nous faire des témoignages pour nous dire ce que vous avez vécu en salle d'accouchement pour celles qui ont accouché. Mais en tout cas, ça peut vraiment être important de le savoir. Si vous allez accoucher bientôt, voilà, l'épisiotomie, elle doit vraiment être validée par la maman. Voilà, ça c'est aujourd'hui, sauf si c'est la seule indication, on va dire, un peu obligatoire, c'est vraiment si le bébé va pas bien et s'il faut lui sauver la vie. À ce moment-là, oui, on va faire une épisiotomie, mais dans l'absolu, ça va être vraiment important de pouvoir arriver à enclencher quelque chose de l'ordre du consentement. Mais si ça n'a pas été respecté, il peut y avoir comme une mémoire du traumatisme émotionnel qui est inscrit ou cristallisé dans la cicatrice. Tu vois? Tu m'entends? Ouais. Donc oui, l'incidence d'une cicatrice sur le reste du corps, si ce tuyau-là, cette manche à air, elle est tractée par une cicatrice du côté de l'épisiotomie, parce que souvent les épisiotomies, on les fait sur un côté. Hein, quand on a si on a par exemple le périnée ici, en fait, l'épisiotomie, elle va être souvent faite en partant de la fourchette vulvaire, donc l'arrière du vagin, sur le côté de l'anus. En gros, c'est fait sur 3-4 cm. D'accord? Et du coup, en fait, ça peut il faut que tu répètes parce que quand il y a eu un message, il n'y a pas de son en fait. Donc il faut que tu. Alors, cette cicatrice qui va être sur le bas du périnée va dévier tout le manchon fibreux du tendon central. Et ça fait comme si tu essayes de faire du vélo avec une roue voilée. C'est pas du tout confortable. C'est pas du tout, on va dire, c'est pas quelque chose d'acceptable ouais, ça fonctionne pas, quoi, on va dire. Ok? Voilà. Tu m'entends? C'est décalé? On entend le chien surtout. Ah ouais, pardon. Il y a quelqu'un qui posait la question, c'est une ou deux coupoles, l'une à côté de l'autre, point d'interrogation. Oui, c'est deux coupoles l'une à côté de l'autre. Ouais, c'est vraiment deux coupoles l'une à côté de l'autre. Et en fait, à la contraction, ça va s'étaler. Et quand c'est relâché, ça se met, on va dire, au repos
ça se relâche et ça se met en mode coupole. Il n'y a que au moment de l'accouchement où le périnée il va se switcher vers l'extérieur. D'accord? Il va descendre. Or, si vous mettez la main sous votre périnée et que vous essayez de tousser, par exemple, on peut le faire tous ensemble. Vous mettez votre main, c'est un live interactif. Essayez de tousser. Est-ce que vous sentez que le périnée descend dans votre main? Si vous mettez la main entre les jambes, si vous vous asseyez sur votre main, est-ce qu'il descend vers le bas ou pas? C'est ça la question à savoir. Normalement, il ne doit pas descendre vers le bas. Il doit tenir. Donc, s'il descend vers le bas, il ne faut pas hésiter à appuyer sur les pieds, comme quand on fait du trot enlevé. Tu vois? Quand on fait du trot à cheval, je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais ça peut être vraiment intéressant de tousser en poussant avec les pieds. Et là, tu vas voir que ton périnée, il réagit pas pareil. Et donc, le fait de pouvoir vraiment intégrer le fonctionnement du périnée dans le quotidien, c'est-à-dire pas pousser quand on fait pipi, pas pousser quand on va à la selle. Voilà. Normalement, on doit faire pipi ou l'émission des selles et des urines doit se faire dans la sérénité la plus totale. C'est-à-dire que à force de dire aux petites filles dépêche-toi, 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 il faut partir, dépêche-toi, va faire pipi, dépêche-toi, 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 ben en fait, instinctivement, les enfants, ils vont pousser. Alors pourquoi je dis les petites filles? Parce que préférentiellement, le périnée des femmes, il est plus faible parce que ça va faire passer il y a l'orifice pour le bébé. Et donc, chez les garçons, ça pose moins de problèmes. Même si c'est pas forcément mieux. Hein, mais dans les fonctions, en tout cas évacuatrices, normalement, il faudrait effectuer aucune pression pour activer les choses. Il faudrait vraiment laisser s'écouler les urines, laisser s'écouler les selles, sans avoir aucune incidence dessus volontaire. D'accord? Donc pour ça, il ne faut pas être constipé, parce que si tu es constipé, tu as tendance à pousser. Il faut arriver à pas être pressé ou il faut vraiment arriver à réguler l'émission des selles et des urines de façon plus naturelle, on va dire. Ensuite, Léa demandait à partir de quand préparer son périnée pendant la grossesse. Ça, c'est une très bonne question. Merci Léa. C'est clair que on va dire, on peut le préparer vraiment. C'est conseillé à partir de 35 semaines. D'accord? Donc, en gros, on va mettre le pouce. Donc, si le périnée est ici, d'accord? Vous mettez le pouce dans le vagin et vous allez étirer. Donc, je vous le montre à l'extérieur pour que ce soit plus facile. Sur les côtés et à droite et à gauche et vers le bas et l'arrière, en fait, au final. Hein, pour aller étirer toute cette partie-là qui va être vraiment obligée de s'ouvrir quand le bébé va sortir. OK? Et donc, on dit qu'à partir de 35 semaines, il faut le faire un petit peu tous les jours. Alors, il y a un super PDF qu'on pourra peut-être vous rajouter en message après. Velleda fait une huile spéciale périnée. Alors, on n'a pas d'action chez Velleda, mais c'est vrai que il y a une petite composition qui est souvent qui est bio et sans allergènes, qui va bien marcher pour le périnée. Donc, vous pouvez très bien faire ça. Si la maman, elle se sent pas à l'aise pour le faire et que elle veut se faire aider de son homme, ça peut faire partie des préliminaires. Il n'y a aucun problème. Hein. Le périnée, c'est hyper important de le travailler, de l'étirer pour pouvoir donner un peu plus de force. Voilà, c'est clair ou vous voulez plus d'explications? Comment c'est pour vous? Est-ce que vous avez bien compris? Donc, à partir de 34-35 semaines, vous pouvez commencer à masser le périnée. Hein? Bah, c'est super. Ouais. Et donc, il y a quelques années, il y a un espèce d'appareil qui est sorti qui était à base d'un petit ballon qu'on gonflait dans le périnée.
pour essayer d'étirer. Tu vois, tu gonfles le ballon et c'est conseillé de le gonfler à 3 cm, 4 cm, 5 cm, Ok. jusqu'à 10 cm pour t'entraîner à pousser. Bon, moi, j'avoue que j'ai pas trop envie d'utiliser ça parce que de faire utiliser ça aux mamans parce qu'en fait je trouve que le 24 les 24-48 heures avant l'accouchement il y a une hormone qui est relâchée qui s'appelle la relaxine et qui va rendre élastique tous les tissus. Et donc, pour moi, faire des tests d'élasticité avant l'accouchement, ça me paraît pas super judicieux d'essayer de pousser sur un périnée qui est pas encore prêt. Voilà, autant les massages, oui, ça n'a pas de problème. Autant aller voir son ostéopathe préféré qui vous fera sentir la mobilité de votre coccyx. Parce que le coccyx, on parle de pédale coccygène, mais en fait, quand la tête du bébé va arriver, il doit se pousser pour laisser passer la tête du bébé. D'accord? Donc, votre coccyx, il est comme ça, avec le sacrum ici. Et en fait, quand la tête du bébé arrive, hop, il se pousse et il laisse passer le bébé qui va trouver son chemin dans la spirale du bassin. Donc vraiment, ça va être intéressant de pouvoir libérer toutes les zones qui peuvent être en tension et qui peuvent être trop tendues pour se laisser distendre au moment de la sortie du bébé. Sachant que c'est vrai que l'ostéopathie gynécologique est encore pas tout à fait autorisée en France. C'est-à-dire que l'enseignement est autorisé, mais la pratique est interdite. Alors moi, je l'enseigne dans tous les pays en Europe pour pouvoir que les femmes puissent se libérer, parce que ça change quand même beaucoup de choses. Un périnée intact ou des points sur le périnée. Hein, c'est vrai que quand la femme, elle peut avoir un périnée qui soit frais et dispo après l'accouchement, elle sera beaucoup moins embêtée pour allaiter, pour trouver des positions confortables, pour récupérer notamment. Bah, c'est sûr que ça change tout en termes de vécu. Hein. Mais par contre, tout ce qui va aider le nez à retrouver une dynamique correcte et donc là, un coccyx qui est bloqué d'un côté, par exemple, ça peut faire des tensions, créer des tensions et faire une déchirure qui va faire que c'est pas nécessaire. Si on avait pu enlever ça avant l'accouchement, ça va préserver le périnée et ça va être beaucoup plus efficace. Voilà. Alors, entends là ou pas du tout? Et alors, du coup, j'étais en train de chercher la composition de l'huile végétale de Velleda. Ouais. Donc, c'est de l'amande douce. Ouais. C'est du germe de blé et des huiles essentielles de sauge clarée et rose. Voilà. Donc, ça sent plutôt bon. Et, ouais, merci. Ça sent plutôt bon et c'est quand même très bien toléré en règle générale. Il faut toujours faire un petit test avant pour savoir si ça vous va. On peut aussi faire avec de l'huile Velleda arnica ou calendula. Ouais, arnica, calendula. Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi. Ouais. C'est pas un problème. Il y a aussi la pommade Rescue qu'on peut utiliser. Nous, on l'a beaucoup utilisée en maternité, hein, la pommade Rescue surtout si le périnée il a été traumatisé, oui. Parce que en fait on a parlé de traumatisme dû aux accouchements, mais les accouchements ça peut laisser une empreinte émotionnelle et ça peut aussi être dû à des abus par exemple. Donc le fait de pouvoir mettre de la pommade Rescue, on va faire aussi tout le travail de passage pour être au mieux avec l'arrivée du bébé. Alors, je vais peut-être faire rentrer. Je sais Il y a un problème ce soir. Hein, ce soir, elle ne veut pas se taire. Des fois, elle se calme. Ouais. Et des fois, attends, je vais aller voir quand même. Mais au Malem, tu vas pas t'y mettre. Hein, c'est bon là. Ouais. Alors. Non, mais elle est pas contente, quoi. C'est surtout ça, en fait.
Je sais pas ce qu'elle veut, ouais. Au malade, stop. Toi, tu vas pas t'y mettre non plus. Hein. Alors. Parle pas de ton périnée. Les animaux sont parmi nous. Les animaux sont C'est parmi clair. nous ce soir. Bon, ils ont un périnée aussi, les animaux. Qu'est-ce que tu veux? Non, non, non. Viens, viens. Allez, viens. Viens ici. Stop. Viens. Viens là. On va voir si elle veut participer. On va voir si ça se calme. C'est clair. Ah, ce petit intermède alimentaire. Alors, je vois que Yasmine demande aussi, hors grossesse, on fait comment? Est-ce qu'il faut étirer le périnée? Alors, oui, en dehors des grossesses, le périnée peut se travailler, effectivement. Alors, à la fois pour se rééduquer et à la fois pour à la fois pour se rééduquer et à la fois pour se réparer, on va dire. Hein. Tout est effectivement, on peut le masser. Après, si en dehors des grossesses, s'il n'y a pas eu de cicatrice, s'il n'y a pas eu de traumatisme, il fait mal, là aussi, il faut aller consulter votre médecin chinois préféré, votre ostéopathe préféré, et il faut aussi se renseigner pour savoir si c'est quelqu'un qui travaille en technique gynéco. Donc, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'ostéos qui se lancent, parce que justement, il y a un peu des problèmes d'autorisation. Donc, c'est vraiment à vous de faire la démarche en tant que patiente pour essayer de voir s'il y a moyen de pouvoir être traité, soit dans un autre cadre par des sages-femmes ostéo, mais il y a quand même beaucoup d'ostéopathes qui peuvent proposer aussi des soins et qui sont surtout spécialisés qui ont été formés spécialement pour travailler sur les douleurs de périnée. Et c'est vraiment beaucoup plus fréquent qu'on ne peut imaginer, les douleurs de périnée. Je pense à toutes les femmes qui ont des douleurs à la pénétration, qui ont du mal avec des grosses peurs ou des abus. C'est vrai que ça, c'est un vrai problème. Hein. On en parle peu et puis c'est très tabou. Mais en fait, je vous encourage à ne pas rester avec une douleur permanente au niveau du périnée. Le fait de pouvoir réenclencher quelque chose dans le respect et dans l'accompagnement thérapeutique sain, ça va remettre du moelleux dans le périnée. La femme, elle va reprendre contact avec son périnée. Elle va accepter de retrouver cette zone qui va l'aider on va dire, à retrouver de la sécurité. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand même le périnée, c'est le chakra racine. Et c'est notre sécurité et notre solidité dans la vie. Donc, c'est ce qui va nous amener de l'énergie. Et alors, je sais pas quelle fleur ça t'évoque. Non, bah moi, ouais. Mais c'est aussi la question par rapport à Rescue aussi, mais ouais. Bah, c'est tout ce qui est traumatique, hein, Star of Bethlehem. Oui, donc ça, que ce soit pour l'accouchement ou les abus. Les abus, ça va être intéressant. Tous les stress post-traumatiques qui sont liés à cette zone. Donc, quoi qu'il ait pu se passer, Star of Bethlehem. Et donc, après, tu parlais de douleur, mais de douleur qui peut être aussi liée à la terreur, hein, et du coup, Rock-Rose. C'est pour ça que Rescue, ça répond vachement bien aussi. Mais je pense qu'il faut prendre aussi Perros dans la bouche, Star of Bethlehem, et faire, pourquoi pas, une forme de rééducation périnéale, en tout cas un toucher et une douceur au niveau du périnée avec la crème Rescue. C'est vrai que tu parles de terreur, mais c'est vraiment ça. Moi, j'ai des femmes qui viennent au cabinet et qui sont dans une terreur alors, elles ont envie tu vois, par exemple, quand il n'y a aucune pénétration qui est possible, elles ont vraiment envie de progresser sur ce thème-là, mais elles savent pas par quel bout démarrer et elles sont vraiment dans la terreur. Donc là, on est obligé d'y aller vraiment avec une douceur infinie, une bienveillance totale et d'aller centimètre par centimètre pour vraiment
réapprivoiser cette zone-là qui a été maltraitée et pouvoir réenclencher quelque chose où elle va réinvestir cet espace à elle, quoi. Hein. Donc ça, pour toutes les femmes qui vont regarder ce live et qui vont se sentir concernées par ça, ne baissez pas les bras. C'est vraiment important. Je vais essayer de faire voilà, un petit. Si vous n'avez pas de personnes qui sont formées dans votre région, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit mail pour demander ce qui est possible. Et vraiment, pour les ostéopathes qui n'osent pas se former ou qui ont des problèmes ou qui voient que bah, les techniques externes, souvent, c'est insuffisant. Voilà, faut pas hésiter à travailler sur le sujet parce que le périnée, c'est vraiment un organe clé dans la posture de la femme. Donc, je dis la femme parce que les hommes en ont, mais comme il est plus solide chez l'homme, ça pose souvent beaucoup moins de problèmes. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas il y a pas de problème du tout de périnée chez les hommes, hein. Mais il y en a quand même beaucoup moins. Il est, mais il est regarde, beaucoup plus solide. toutes les consultations à l'âge de 13 ans, 14 ans, on va chez le gynéco pour la première fois, le nombre de témoignages qu'on a de personnes qui ont été violentées pendant les consultations gynécologiques, tu vois, bien au-delà d'un début de sexualité ou de quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Sachant qu'il y a beaucoup de sages-femmes aujourd'hui qui vont proposer des consultations beaucoup plus adaptées, notamment, je pense, pour les ados, où elles vont prendre plus le temps, elles vont probablement avoir du matériel plus adapté, des tout petits spéculums pour les jeunes filles qui sont vierges, par exemple, ou vraiment pas du tout hésiter à chercher des professionnels qui soient vraiment dans une dynamique d'écoute et de bienveillance, parce que ça va aussi enclencher le premier examen gynéco, par exemple. Il va aussi enclencher toute la suite de ce qui va se passer après. Et accepter de se faire maltraiter dans son intime, dans son sexe en profondeur, bah, c'est vraiment de la maltraitance. Ça coupe. Hein? Ça coupe? Allô? Oui. Tu m'entends? Yes, on réentend un peu mieux, ouais. Ça moulinait, ça coupait un peu, ouais. Ouais. J'en étais où? T'as entendu tout ou pas? Je pense que tu parlais que c'était pas possible et que c'était une maltraitance à vie, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est que pour pouvoir libérer le périnée, ça va être important de le retravailler en fait. Voilà. Dès que c'est douloureux, dès qu'il y a quelque chose qui vient bloquer la fonction, que ce soit des fuites, des douleurs, des inconforts même au niveau des rapports ou des règles, ou eh ben il faut aller consulter pour aller trouver des solutions. Hein, parce que vraiment, moi j'ai des patientes qui peuvent même plus mettre de pantalon tellement la douleur de l'épisio, par exemple, fait mal sur la couture du jean, tu vois. Donc ça, c'est pas possible, hein. On peut pas rester comme ça, parce que ça, on parle même pas des rapports là. On parle juste de s'habiller, tu vois. Du quotidien. Donc voilà, donc dans le quotidien, si c'est pour se faire pourrir le quotidien, c'est horrible. Donc non, il y a des solutions. On peut travailler. Ne restez pas sans avoir de réponse et d'aide. Et surtout parler de ce qui est douloureux, quoi. Et du coup, pour répondre à la question de Happy Journal, non, pas du tout Journal. Happy Journal. Ouais, désolée. Comment tu utilises le rescue à la mater quand il y a eu des abus sur le périnée?
Alors, si tu as une femme qui te parle de ça avant l'accouchement, tu lui proposes de se masser elle avec sa crème Rescue. Et pendant la consulte d'ostéopathie, tu vas travailler en somato-émotionnel pour libérer l'abus, donc avec une visualisation par exemple, même si elle ne sait pas ce qui s'est passé, même si elle n'a pas de souvenir de qui, quoi, comme, c'est pas grave. Tu fais visualiser un personnage, une forme, et tu te visualises en train de protéger ta petite fille intérieure, et tu dis si tu poses des mots, s'il y a besoin de poser des mots, et jusqu'à ce que cet épisode-là soit vraiment, on va dire, plus pacifié. C'est la folie ce soir. C'est la folie qui court partout. On a l'impression qu'ils sont 15. Ah si. Ouais, ils sont que 2. Mais ils sont fous. Ce soir, ils sont fous. Je sais pas pourtant c'est pas la pleine lune. Couche-toi. C'était il y a 2 jours, quoi. Ouais. Non, je sais plus. Alors, j'ai une question de pourquoi pas avant 35 semaines. Alors, disons que on va considérer que le travail sur le périnée, c'est plutôt en fin de grossesse. Hein, parce qu'en début de grossesse, l'idée, c'est plutôt de garder le bébé dans l'intérieur du ventre. Donc, on ne prépare pas encore trop la sortie. Tu vois, c'est comme s'il y avait un peu des thématiques à faire, à privilégier au fil de la grossesse. À partir de 35 semaines, le bébé, il est autorisé à sortir, entre guillemets. Hein. Il est plus prématuré à partir de 37. Donc, ça veut dire que dès le début du 9e mois, il peut sortir. Avant, on préfère le laisser dedans. Hein, les bébés, ils n'ont rien à faire. C'est pas parce qu'ils sont viables à 6 mois que c'est bien de les faire sortir tôt. Hein, c'est pas du tout recommandé. La meilleure couveuse d'un bébé, c'est sa maman. Hein, les bébés qui sortent, il faut pas oublier qu'ils ont 72 gestes douloureux par jour. Hein. Donc, juste, c'est inconfortable pour les bébés ils doivent flotter au chaud dans un petit liquide mignon. Et ils sont à l'air avec des tissus râpeux, des couches qui les gênent, des tuyaux partout. De la lumière. C'est pas du tout de la lumière, du bruit. C'est pas du tout recommandé de les faire sortir trop tôt. La meilleure place d'un bébé qui sort, c'est sur le ventre de sa maman en peau à peau. Donc, on va tout faire pour éviter que le bébé soit prématuré. C'est pour ça qu'on ne propose pas de travail du périnée très tôt dans la grossesse. Mais c'est vrai que si c'est douloureux ou s'il y a des choses raison et s'il y a des choses particulières, on va probablement avoir besoin de préparer le terrain plus tôt. Hein. C'est-à-dire que moi, en tant qu'ostéo, si j'ai un bébé avec, une maman avec une grosse cicatrice de périnée, je vais pas attendre 34 semaines pour essayer de le travailler. Je vais le travailler dès que c'est douloureux. Non. Donc voilà, c'est vraiment important de pouvoir poser ça. Hein. On va dire, dans la grande majorité, c'est à partir de 35 semaines. S'il y a eu des antécédents sur le périnée, on peut travailler n'importe quand pendant la grossesse. Mais ce qui est bien, c'est de travailler avec un professionnel, quoi. Soit la sage-femme, soit l'ostéo, soit... Est-ce que vous avez d'autres questions sur le périnée? Moi, j'ai trouvé le petit guide Velleda. Ouais, tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé... voilà, super. C'est un petit PDF? Ouais, c'est un petit PDF. Et puis, quand on vous le mettra en pièce jointe. Il y a plein d'éléments différents. Et puis, il y a de l'anatomie et guide de massage pour le périnée. Ouais, il est plutôt bien fait. Donc, c'est pour ça que je vous le recommande. Parce que vraiment, ça vous permettra d'avoir les étapes techniques pour... mais en gros, vous passez le pouce dans le vagin et vous allez étirer toute la partie postérieure. C'est la partie antérieure, elle est plutôt osseuse. Avec le pubis et les ischions sur les côtés. La partie postérieure, elle est vraiment élastique
Et c'est celle-là qu'il va falloir rééquilibrer et relâcher au maximum. Il faut savoir quand même que les danseuses, tu parlais des danseuses tout à l'heure, Peut-être on voit bien le petit chien. les femmes qui font du cheval, les cavalières, elles ont un périnée blindé. Parce que le fait de serrer le ventre du cheval quand on est à cheval, ben, en fait, ça travaille le périnée beaucoup. Donc ben, il va falloir le travailler encore plus en prenant peut-être des postures pendant la grossesse, en venant les tirer un peu plus en fin de grossesse, voilà, pour prendre des petites précautions. Mais en tout cas, plus le bassin est mobile et plus le périnée est élastique, moins la femme est la peur, plus ça va favoriser la sortie du bébé. La chose dont on n'a pas encore parlé par rapport au périnée. Ah, ben voilà, on n'a plus d'Elisa. Elle va revenir. Est-ce que la crème Rescue, tu l'utilises comme une huile végétale en mode massage sur périnée? Oui, c'est ce qu'elle fait. Je réponds à sa place, hein, mais... Peut-être qu'elle a plus de batterie, c'est possible aussi. On va la laisser revenir. Je viens de la réinviter. Donc je pense que je vais la mettre en le petit lien là sur Velleda. Je pense que je le mettrai ici ou sous la vidéo sur YouTube. Comme ça les gens pourront aller le chercher tranquillement. Pourtant j'ai répondu oui, mais je sais pas, ça marche pas. Il doit y avoir un souci, Elisa là. Petit souci technique. Ouais, je vois que tu essayes, Elisa, je comprends pas parce que moi j'appuie. J'ai vu ta demande et puis je te l'ai envoyée aussi, mais je sais, Elisa ne peut pas participer. Peut-être qu'il faut que tu t'en ailles et que tu reviennes, je sais pas, c'est très bizarre. Et moi je te l'ai renvoyé, peut-être que ça marchera mieux. Non, voilà. Voilà, ça marche. Ouais. Donc, ce dont on n'a pas encore abordé, c'est effectivement les positions d'accouchement par rapport au périnée. Hein. Il faut savoir que la position qui va le plus être délétère pour le périnée au moment de l'accouchement, c'est allongé sur le dos avec les genoux écartés dans les étriers. Puisque celle-là, elle va venir fermer les deux ischions, là, les os pointus du bas, pour bloquer le périnée. Donc, la recommandation que j'ai à faire à toutes les mamans, les futures mamans et les professionnels de santé, hein, c'est de vous proposer de chercher une autre façon d'accoucher, une autre posture d'accouchement. À savoir, pas forcément sur le dos, plutôt sur le côté, et pas forcément allongé, plutôt en position verticale ou à genoux ou à quatre pattes, par exemple. Hein. On peut très bien s'installer comme ça sur un ballon à genoux et le bébé sort dans cette position-là. C'est plutôt physiologique pour le périnée, on va dire. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a qui peuvent nous partager leurs expériences? Et du coup, moi j'ai répondu à la question sur la crème Rescue. Oui. Tu as dit quoi? J'ai dit que tu l'utilisais de la même façon en fait. Ouais, je l'utilise de la même façon que l'huile Velleda. En alternance, ça peut être un coup Velleda, un coup. Et ça s'utilise aussi en postpartum immédiat, quand une fois que la suture est un peu cicatrisée, là, vous pouvez venir masser la cicatrice avec la crème Rescue pour vraiment. Il faut que vous puissiez plus sentir il faut que vous puissiez ne plus sentir la cicatrice en massant avec le doigt. Hein. Donc, à partir du moment où, quand vous massez avec les doigts,
c'est libre. Ça va être intéressant de bien continuer à masser tant que vous sentez que c'est pas la même densité qu'à côté. Par exemple, c'est comme les cicatrices sur les genoux ou sur le ventre. Ben, on va demander aux gens de masser leurs cicatrices. Là, c'est pareil. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au périnée ou est-ce qu'on a répondu à beaucoup de vos interrogations? Donc moi, je vous conseillerais aussi encore une chose par rapport au périnée, c'est justement par rapport à la prise en charge pour la rééducation, hein, qui est proposée genre 1 mois et demi à la visite du 40e jour en postpartum. On va faire l'ordonnance, la sage-femme ou le médecin va faire l'ordonnance pour la rééducation du périnée. Et moi, je vous encourage à aller faire une rééducation. Il n'y a pas forcément la sonde périnéale, hein, parce qu'il y a beaucoup de sages-femmes ou de kinés qui travaillent avec la sonde. Moi, c'est vrai que je préfère travailler sans forcément avoir la sonde, hein. Quitte à avoir un objet qu'on introduit dans le vagin pour faire de la rééducation, autant que ce soit un œuf de yoni, par exemple, hein. Je sais que, par exemple, Lilou Massé, elle a fait un petit livre sur l'œuf de yoni pour vraiment l'utiliser, faire comme un petit rituel. Il y a plein de pratiques sur YouTube que vous retrouverez aussi par rapport à l'œuf de yoni. On peut le trouver en quartz, en jade, il y a plein de... comment ça s'appelle, en obsidienne, en jade. La dernière fois, je ne sais pas si tu veux raconter un peu ce qu'on a fait en pratique la dernière fois avec notre petite patiente quand on a eu la chance de travailler toutes les deux. Non, bah vas-y, c'est plus toi ta pratique. Moi, j'étais là en support. Bah non, mais en fait, ce qui était génial, c'est que comme on a pratiqué toutes les deux, on a fait j'allais dire un 4 mains, mais c'était plutôt un 2 cœurs. On a fait la technique et toi, tu as choisi des fleurs pour la patiente. Moi, l'idée, c'était vraiment de réapproprier cet espace-là intime pour la patiente. Et on a mis carrément les fleurs sur l'œuf de yoni qu'on a pu introduire pour que la patiente, elle puisse avoir le bénéfice des fleurs, de l'huile Velleda, de tout en même temps et en fait, elle était, tu veux décrire comment elle était à la fin Bah, en fait, ce qui était fou, c'était que en fait, la personne parlait, hein, elle exprimait ses émotions. Donc, du coup, ben, il y avait, moi, en tant que facilitatrice, je connaissais le nom des fleurs, donc voilà. Après, ce qui était amusant, c'est qu'elle aussi, cette femme, elle avait fait 2 niveaux de stage, donc elle avait déjà une bonne connaissance des fleurs de Bach. Et donc, elle était d'accord pour les prendre dans la bouche. Et toi, dans ton ressenti, tu sentais que ça lâchait directement, en fait. Ouais. C'était, quand tu lui mettais directement les gouttes dans la bouche, dans son corps, ses tissus se relâchaient en direct live. Donc, c'est vrai que d'où l'importance quand même de pouvoir avoir du soutien et des outils avec les fleurs où on voit que la verbalisation, ça peut avoir un impact très fort. La vibration, ça peut avoir un impact très fort. Mais pour moi, les fleurs, je les utilise comme une vibration, en fait. Tu vois, pour moi, c'est la même chose. Que ce soit à l'état floral ou à l'état vibratoire vocal, c'est quand même une information en mouvement et c'est quand même quelque chose qui va venir travailler sur ce sujet-là. Très en profondeur. Hein. Ouais. Et donc il y a eu 2-3 fleurs, je crois, mais en fait, moi je sais à la fin, en tout cas, c'était la plus évidente, en tout cas les derniers mouvements à lâcher, on va dire. Et que pour toi, c'était très significatif de ce relâchement total. Bon, là, Elisa, elle mouline, donc elle ne va pas pouvoir répondre. Ah, ça y est. Oui, je disais donc à la fin, tu captes ou pas? Ouais, je suis là. Je disais, ce dont je me souviens, c'était surtout la première fois que c'est arrivé, mais après à la fin aussi,
qui était très significatif aussi pour elle. Et là, ça a complètement terminé la séance avec toi, qui était très salvateur parce que tout était, enfin, tu travaillais sur son corps de toute façon, soit, mais c'était vraiment presque la cerise sur le gâteau en fait, parce que là, ça lâchait complètement et c'était ok. Ouais. Quoi. Donc, ça a permis de boucler la boucle en émotionnel et c'était juste magique, quoi. Juste magique. Donc voilà, ben, on va peut-être terminer ce live. Je sais pas, est-ce que tu veux encore nous parler d'une fleur Non, parce que là, je pense qu'on a dit l'essentiel entre Star of Bethlehem, qui est les stress post-traumatiques, tous les chocs, et puis la terreur, hein, la terreur de cette douleur, la terreur de raviver une douleur, la terreur de la toucher, en fait, cette zone aussi. Moi, je pense que les deux, elles sont plus on a beaucoup évoqué la crème rescue, donc voilà. Ouais, je pense que sur le périnée, c'est la crème rescue qui va être le plus facile. Oui. Et pour, par exemple, les femmes qui ont peur pour leur périnée, ben, vous pouvez très bien prendre Star of Bethlehem et Rose, voilà, pour vraiment, pendant l'accouchement, ben, avoir une action directe sur ce qui va se passer et permettre aussi peut-être de lâcher tout ce qui est à lâcher à ce moment-là. Complètement. Ouais. Et puis, si vous ne l'avez pas en individuel, ben, un flacon de rescue, ça fait déjà son affaire. Hein. Super. Mais on consulte, vous qui êtes en consultation, d'avoir un flacon de rescue dans son cabinet, c'est une bonne chose aussi. Hein. Ça peut, Moi, j'en distribue sans compter. C'est ça. Et donc voilà, bah oui, je refais un stage là en visio pour ceux que ça intéresse sur quatre modules de 2 demi-journées, samedi, dimanche. Donc c'est le 27 et 28, je crois, novembre et après 3-4 décembre. Et voilà, c'est un niveau 1 agréé par le Centre Bac pour avoir la base de la connaissance des transsuffleurs. Sauf donc que ce qu'on a fait avec les... Hein ? C'est en visio. C'est en visio, ouais, exactement. Et puis, ce qu'on a fait avec Elisa et puis tes consoeurs, c'était spécial périnatalité. On a fait des cas cliniques en direct, en FaceTime avec eux et c'était grandiose, quoi. C'était génial de pouvoir accompagner une consultation enfin, moi, j'ai proposé à Nathalie de travailler avec des patientes en direct. Et c'est vrai que sur les problématiques où vraiment ça coince, c'est une aide incroyable. En tout cas, moi, j'ai eu des retours merveilleux sur les patientes qu'on a eues qui m'ont dit mais je prends mes fleurs, c'est super. Donc, et il y a eu vraiment des petits on va dire des petites surprises où il y a vraiment des changements, des rencontres, des ouvertures qui se sont faites après les séances, qui étaient assez chouettes. Voilà. Donc merci pour elle. Et ouais, mais c'est pas fini. Ouais. Du coup, on se dit à bientôt. Moi, c'est quand le prochain? Ouais, oui, c'est dans pas longtemps, je crois. En plus, c'est dans genre 3 semaines, un truc comme ça, ouais. Ok. Pour le dernier de l'année et on continuera l'année prochaine aussi. Super. Bon, merci à tous d'avoir écouté. Merci pour tout, Elisa. Merci pour vos questions. Et surtout, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser quand même sur ce live. On répondra au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et je vais mettre le petit lien Velleda et je vais le mettre aussi sous la vidéo, exactement. Merci Nathalie. Beaucoup, Julie. Bisous. Salut. Ciao.